De toute façon, je suis extrêmement attiré par les actrices. Je fais du cinéma pour passer du temps avec des actrices. Vous voyez. Le début de la relation au cinéma passe souvent par les acteurs. C'est ça qui nous amène au cinéma. Quand on est cinéaste, quand on se réveille, on devrait remercier le ciel d'être français. Vous pensez que des cinéastes, pour qu'ils existent dans le métier, rêver, ça suffit? C'est impossible. C'est un métier où même si on est asocial, on apprend à la sociabilité. Chaque film a son public, il est petit ou il est grand. Après, il faut que ça soit en adéquation avec son budget. La loi qui est celle d'un cinéaste, c'est la loi de son désir de faire des films. Bonjour, bienvenue. Il y a pile un an, nous avons eu le plaisir d'accueillir Madame Isabelle Glachan sur ce plateau pour parler du cinéma chinois d'hier et d'aujourd'hui, et aussi parler de projets de coproduction avec l'étranger. Et un an après, aujourd'hui, nous avons à nouveau ce plaisir de l'accueillir sur ce plateau, cette fois-ci en compagnie d'un invité de marque, le réalisateur français, Monsieur Benoît Jacot. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Isabelle Glachan, vous êtes productrice. Vous avez collaboré à la production de nombreux films de cinéastes chinois comme Lou Ye, Wang Xiaoshuai. Vous êtes également la représentante d'Unifrance en Chine, organisme chargé de la promotion et de l'exportation du cinéma français dans le monde. Monsieur Benoît Jacot, vous êtes réalisateur français, vous êtes invité cette année par Unifrance et le Festival international du film de Pékin pour présenter votre dernier film, Journal d'une femme de chambre, qui sera également projeté dans 6 villes en Chine dans le cadre du panorama du cinéma français en Chine. Bienvenue. Alors, Journal d'une femme de chambre, c'est une adaptation du roman éponyme de Mirbeau. C'est une histoire qui se passe en Normandie à la fin du 19e siècle. Oui, enfin, c'est l'histoire d'une jeune femme au début du XXe siècle, en effet, qui cherche à échapper à son sort social. C'est un roman qui a déjà été adapté plusieurs fois. Oui, il y a eu deux cinéma. films qui, en tout cas, très connus de grands maîtres du cinéma. Un de Jean Renoir, mais qu'il a fait à Hollywood dans les années 40, et un de Louise Buñuel, que Louise Buñuel a fait au début des années 60. Et voilà, je connaissais ces films, mais je ne connaissais pas le roman que j'ai lu tout récemment sur les conseils d'une amie qui pensait que je pourrais en faire un film, que j'en aurais envie en tout cas. Et elle avait raison. Voilà, je l'ai lu et j'ai eu tout de suite le sentiment que je pourrais en faire un film, un 3e film. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le porter à nouveau sur le grand écran? Je cherchais un autre film à faire avec Léa Seydoux, puisque j'en avais fait un peu de temps auparavant. Les Adieux à la Reine, voilà, en 2012. Et qu'on souhaitait beaucoup vite recommencer. Donc, pour commencer, j'y ai trouvé un rôle, me semblait-il, parfait pour elle. Et puis ensuite, le roman a de nombreux points par où les perspectives cinématographiques qui m'intéressent peuvent s'introduire facilement. Ouais. C'est un portrait de femme, et j'en fais fréquemment. Oui. C'est assez. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'en prenant appui sur ce qui se passe au début du XXe siècle, en France, le livre, et du coup, moi, avec le film, je peux parler par détour de ce qui se passe en France aujourd'hui, d'une certaine façon. J'ai une bonne, très bonne place pour vous. C'est vous la parisienne? Oui, c'est moi. D'abord, il y a de bonnes places nulle part. Il n'y a pas de mauvaise place. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Vous avez une jolie taille, une jolie figure. Il pourrait vous arriver des choses heureuses avec de la conduite. Couchez! Avec de l'inconduite, vous voulez dire? Ça dépend des façons de voir. Madame. Merci, Joseph. Vous avez une belle toilette. Merci, madame. Vous en changerez tout de suite. Oui, madame. Allons, monsieur. Allons. Est-ce que ça, Célestine? Encore un mot de plus, et cette fois, je dis toi, madame.
Célestine. D'abord, ma petite au prieuré, on ne tire pas une seule femme de chambre. Quand c'est pas madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les embrosse. À l'avenir, je vous prie de ne pas rester si longtemps dehors. Est-ce qu'elle commence à m'agacer celle-là? Qu'est-ce que vous dites? Je ne dis rien, madame. Le jour de l'argenterie, vous l'avez oublié? Oui, madame. Allez tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du fil. Bon, apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous. On ne peut pas obliger une femme à faire ce qu'elle refuse de faire. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas qu'on se mette du parfum. Eh, madame, ça le empêche d'une fois de se faire troncher, ça te ferait du bien. J'arrête de vous, Célestine. On ne s'engage pas dans la vie sans réfléchir. Peut-être que je me suis trompé sur vous. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres. Oh mon Dieu. Une pincée d'arsenic à la place du sel. Et ça y est. Eh bien non. Faut-il que nous ayons tout de même la servitude dans le sang? Vous aimez faire travailler les actrices, très souvent les mêmes actrices. Qu'est-ce qui vous attire? Je pense à Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, c'est comédienne l'actrice avec laquelle j'ai le plus tourné. J'ai fait 5 films avec elle. De toute façon, je suis extrêmement attiré par les actrices. Je pense même, au bout du compte, que je fais du cinéma pour passer du temps avec des actrices. Vous voyez. Elles sont votre moteur pour faire le cinéma que vous aimez? Certainement. En tout cas, j'imagine mes films de plus en plus dans la perspective de filmer telle ou telle autre actrice. Et en général, quand j'en filme une pour la première fois, je la retrouve à un moment ou à un autre et plutôt assez vite. Donc la genèse du projet, en général, ça commence par l'envie de travailler avec telle ou telle actrice. Oui, et oui. ensuite, Oui, la plupart du temps, c'est soit une envie, parce que maintenant, depuis le temps que je fais des films, ça arrive, soit une envie manifestée par une actrice très connue, comme Catherine Deneuve ou Isabelle Adjani, vous voyez, des actrices comme ça qui me demandent de leur faire un film, ou bien c'est moi qui donne des sortes de rendez-vous à certaines actrices comme Isabelle Huppert, avec qui j'ai des rendez-vous réguliers depuis maintenant 30 ans. Vous préférez dans quel sens, d'ailleurs? Je suis très curieux de savoir. Est-ce que vous préfériez être désiré ou plutôt désiré Mais ça, c'est une question très grave, vous vous rendez compte? Très française, d'ailleurs. Mais, non, je crois que c'est inséparable. Je me sens pas désiré si je ne désire pas moi-même. Oui. Voilà. Donc il faut que les... Qui est le désir? Qui est le désir? Oui, qu'il y a un désir qui projet. circule Oui. pour commencer, entre l'actrice, puisque c'est souvent une actrice, entre l'actrice et moi. Isabelle, comment vous avez connu le cinéma de M. Benoît Jacquot? Ah, ça m'intéresse, je ne sais pas. Moi, étant née en France, je vois des films depuis longtemps au cinéma. Et le cinéma de Benoît Jacquot, du fait de ses actrices, justement. C'est souvent par les actrices qu'on va découvrir le cinéma de Benoît Jacquot, parce que c'est des actrices, quand un film d'Isabelle Huppert sort, on va aller voir son dernier film. Donc on ne connaît pas, quand on est adolescente, forcément le réalisateur qui est derrière, mais on va voir, on va découvrir, et puis après, en grandissant, en devenant adulte, on se rend compte que le réalisateur est important, et donc on suit un réalisateur. En suivant les actrices que nous aimons, on arrive à trouver le réalisateur qui est derrière. Je pense parce qu'au début, le début de la relation au cinéma passe souvent par les acteurs. C'est ça qui nous amène au cinéma. D'ailleurs, vous avez commencé, j'ai envie de dire, magnifiquement. Votre premier film, c'est avec une actrice très connue, Anna Karina. Oui. Oh, parce que moi je suis venu tout de même à faire du cinéma par la cinéphilie, c'est-à-dire par l'amour des films qui m'est venu très très tôt dans ma vie. Et Godard a été très très important pour moi, comme pour beaucoup d'autres cinéastes importants ou intéressants en France. Et Anna Karina était l'actrice de Jean-Luc Godard. Donc
pour faire mon premier film, c'était comme en faisant mon premier film, j'avais le sentiment de rendre une sorte d'hommage à Godard en filmant Anna Karina, voilà. Oui, vous avez dit justement, vous avez commencé à aimer le cinéma très jeune. Ouais. D'où vient cet amour du cinéma? Ça fait presque 40 ans que vous êtes dans le métier. Ah oui, Journal d'une femme de chambre est votre 22e film. Ah, je crois même plus, non? Plus? Ouais, je crois que je viens de terminer un autre film et que c'est mon 24e. Donc ça doit être le 23e. Pardon, j'ai mal compté. Mais alors, depuis le premier, L'assassin musicien, d'après Dostoïevski, donc là, vous avez un long parcours de cinéaste et vous êtes un des réalisateurs français les plus prolifiques. Vous travaillez beaucoup. Alors, comment, 40 ans après, vous gardez cet amour du cinéma et d'où vient comment ça a commencé cette histoire d'amour? Ça a commencé parce que mes parents allaient beaucoup au cinéma et que ma mère, quand elle en revenait, avait l'usage installé presque entre nous de me raconter le film qu'elle venait de voir. Donc je suis allé au cinéma par le récit que des adultes pouvaient me faire à moi enfant. Et je crois que c'est très déterminant, ça. Ensuite, je suis sorti de l'enfance au moment où la nouvelle vague est apparue. Et donc ça correspondait à un état adolescent un peu rebelle qui cherche à se démarquer, à s'autonomiser. Et la nouvelle vague m'a immédiatement accroché. Et du coup, je me suis mis à aller plus au cinéma qu'à l'école. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et comment vous êtes, par quelle porte vous êtes entré justement dans ce milieu de cinéma? Vous avez, j'ai lu que vous aviez été assistant d'une femme écrivain que nous admirons beaucoup, Marguerite Duras. Oui, mais j'ai commencé à travailler dans le cinéma professionnellement très très tôt, vers 17 ans. Parce que, voilà, c'est toujours pareil, il y a des hasards. Mon père jouait au tennis avec un producteur de cinéma très répandu à l'époque et lui avait demandé, entre deux smash, de me faire un stage que j'ai fait donc à 17 ans sur Angélique et le Roi, la Marquise des Anges, vous voyez. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai continué, puisque de toute façon, je n'allais plus à l'école, je n'allais qu'au cinéma. Donc j'ai continué à travailler dans le cinéma avec des metteurs en scène extrêmement divers, jusqu'à rencontrer en effet Marguerite Duras, que j'admirais beaucoup, et qui avait besoin d'un assistant. Voilà. Donc je suis allé la voir et c'est elle vraiment qui m'a poussé, pas tant par des conseils, mais par sa façon de faire, à faire moi-même des films très jeunes finalement, puisque j'ai fait mon premier film, j'avais 25 ou 26 ans. Voilà. Donc à 26 ans, vous avez vous avez cette chance de tourner votre premier long métrage. Vous savez, la chance quand on est cinéaste, c'est d'être français. Voilà. On peut, à beaucoup d'égards, ne critiquer, être réservé à l'égard de la France quand on est français. Surtout quand on est à l'étranger, mais quand on est cinéaste, on ne peut pas, parce que c'est un privilège qu'on est obligé de reconnaître comme une chance à peu près tous les matins quand on est cinéaste. Quand on se réveille, on devrait remercier le ciel d'être français. Et justement, le début, ça a été facile de réunir une équipe, de trouver du financement, de trouver des financiers qui croient tout de suite à votre premier projet, un jeune homme qui débarque et qui veut faire un premier film. Facile, c'est jamais facile. D'abord, il faut imposer un vœu, voire un désir. Et ça se fait pas comme on claque les doigts. Mais disons qu'en tout cas, comparativement, c'est beaucoup moins difficile que n'importe où ailleurs. Voilà. Pour des raisons qui, je dirais, sont presque symboliques. Le cinéma est supposé et probablement est véritablement une invention française. Donc c'est presque patrimonial. C'est extrêmement protégé en France. Protégé, encouragé. C'est une raison d'être culturelle en France. Justement, en Chine. Alors,
Vous voyez venir. Vous voyez venir. Les cinéastes, les jeunes cinéastes chinois, et je pense aux cinéastes, par exemple, de 6e génération que vous aimez, que vous défendez. Certains, vous les accompagnez dans la production et puis ensuite dans la promotion de leurs œuvres à l'étranger. Est-ce que leur début, ça a été facile pour eux, pour, par exemple, trouver du financement? Parce que les producteurs français, ça fait 15-20 ans qu'ils travaillent avec ces cinéastes chinois-là. Pour les réalisateurs de la 6e génération, le plus difficile, c'est qu'à l'époque, c'était du film, c'était de la pellicule. Hein. Donc c'était la partie technique qui était compliquée, d'avoir accès à du matériel. Hein. Parce qu'à l'époque, c'était possible de faire des films pour pas cher, qui est un peu la même technique que les jeunes réalisateurs aujourd'hui, de réunir un groupe d'amis et de dire « est-ce que vous pouvez m'aider, on va faire un premier long métrage ». Et c'est tourné chez soi, dans le village, avec la famille qui joue dedans. Mais aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'il y a du numérique, avec une petite caméra. Ce problème technique de la pellicule qu'il faut développer, il y a un coût qui était important pour le film. Ce coût-là est réduit. Avec Internet, il y a beaucoup de jeunes cinéastes aujourd'hui qui font des films, des weiding, comme on dit. C'est pas forcément des courts-métrages, mais et puis je pense là récemment pour les jeunes cinéastes chinois, il y a deux opportunités qui sont créées. Il y a la fondation Wu Tianming qui aide les jeunes réalisateurs et les jeunes cinéastes, qui organise des workshops, des ateliers de travail. Qui les aide, qui les soutient et qui les valorise. Et puis plus récemment, il y a l'Association des réalisateurs chinois qui a mis en place quelque chose qui semble prévoir de faire durer sur le temps, de choisir 10 jeunes réalisateurs et de les accompagner avec des réalisateurs établis qui travaillent avec eux pendant plusieurs mois sur l'écriture de leur scénario. Ça se met en place, mais effectivement, il n'y a pas ce soutien et cette aide aux jeunes cinéastes qui, quelque part, existe avec le système français, où on a quand même chaque année de très nombreux jeunes cinéastes qui font leur premier ou leur deuxième long métrage. Alors c'est important de démarrer, de faire son premier long métrage, mais c'est aussi encore plus difficile de continuer à faire le deuxième, le troisième, de continuer à faire des films, à ce que les producteurs croient en projet. Et vous disiez l'année dernière, ici, à propos du travail des cinéastes, auteurs, que c'est important pour eux de rêver, de voir loin, d'avoir des ambitions. Et, parce que c'est là le cœur, la matière créatrice d'un projet. Et ce n'est pas à eux d'avoir des stratégies, mais aux producteurs. Eux, voilà, il faut qu'ils rêvent, il faut qu'ils créent. Mais est-ce que... aujourd'hui, surtout, je pense, en Chine, vous pensez que des cinéastes, pour qu'ils existent dans le métier, rêver, ça suffit? Ou il faut être un peu plus, faut connaître un peu le marché, le public, la réaction du public? Ça dépend des films que vous prévoyez de faire. Il y a bien évidemment des films qu'il faut faire en pensant au public, mais c'est vrai que ce qui est important, qui doit être le cœur du travail du réalisateur, c'est le désir des comédiennes, le désir de raconter son histoire. C'est ça qui est important. S'il n'y a pas ça et s'il ne se préoccupe que du marché et de combien d'argent va faire le film au box-office, le film risque d'être extrêmement différent. Ce qui peut marcher dans un cinéma très très commercial, hein. Ça par contre, il faut y penser. Mais il faut balancer, il faut penser au contenu, à l'artistique, pas que au box-office final. Mais alors c'est quand même une balance très difficile à trouver. Je vous pose cette question aussi parce qu'en préparant cette émission, je suis tombé sur une interview de vous réalisée il y a très longtemps. À la sortie de votre premier film. Ah ouais. Alors c'était une émission de télévision en noir et blanc. Il y avait plusieurs personnes sur ce plateau qui vous posaient cette question. Ils ont vu donc l'assassin musicien et qu'ils avaient aimé, qu'ils avaient apparemment aimé. Mais alors ils se disaient, mais alors pour un premier long métrage, un jeune comme vous, est-ce qu'il ne fallait pas faire des concessions? Et question à laquelle vous avez répondu, je n'ai essayé que de n'en faire qu'à ma tête. Est-ce que là, tout au long du parcours, depuis ce premier film, vous avez toujours continué à n'en faire qu'à votre tête? Oui, mais en général, je n'en fais qu'à ma tête. Par exemple, là, si je me sentais pas bien, je m'en irais directement, vous voyez. Ça va pour l'instant? Très bien, vous voyez, je suis là. Mais oui, il faut n'en faire qu'à sa tête, mais n'en faire qu'à sa tête, ça ne veut pas dire
Quand on est cinéaste, faire l'artiste, prendre des poses d'artiste, c'est impossible. On travaille avec des gens, on travaille avec des... Même si c'est un premier film, un petit film, comme on dit, sont toujours des flux financiers importants. Et on ne peut pas faire comme si on était un écrivain devant sa feuille blanche ou un peintre devant sa toile, seul, comme ça. C'est impossible. C'est un métier où, même si on est asocial, on apprend à la sociabilité. Donc il faut quand même prendre en compte justement les aspects financiers. Mais si on ne les prend pas en compte, si on imagine que les films tombent comme ça, comme une comme manne, un cadeau. Oui, ça ne dure pas, non. Non, pas du tout. Mais cette réflexion, vous l'avez depuis votre début ou Mais nécessairement. À partir du moment où, où mon souhait, c'est jusqu'à la fin de mes jours de ne jamais cesser de tourner, je ne peux pas ne pas me poser la question de comment faire, qu'est-ce que je peux faire. J'ai lu une interview, que vous avez, un long entretien que vous avez accordé à Télérama. J'ai adoré cette phrase. Vous avez dit justement à propos de ce qu'on était en train de dire. Pour moi, si un cinéaste veut faire des films comme il le souhaite, il faut qu'il soit extrêmement opportuniste, au sens fort du terme, qu'il sache guetter la chance et la saisir par les cheveux, même quand elle est chauve. Et donc, pour réaliser, pour pouvoir faire des films, tous les moyens sont bons. Bah oui, tous les moyens sont bons. Ouais. Non, bien sûr, oui. Non, ça bien entendu, oui. C'est ça, d'ailleurs, probablement que je me souviens plus, mais c'est ça que j'appelle opportunisme radical. Ça veut dire que la loi qui est celle d'un cinéaste, c'est la loi de son désir de faire des films. Sinon... Voilà. Alors, ça m'interpelle parce que les cinéastes chinois, est-ce qu'ils ont cette réflexion-là ou ils sont encore au stade de « je suis un artiste, donc je ne pense qu'à mon œuvre, à ce que je veux raconter, mais le reste, je... » Je pense que tous les cinéastes sont et font ce que dit Benoît Jacot. C'est-à-dire que c'est important pour défendre, parce qu'ils ont une histoire à raconter qui leur semble importante. Après, il faut que l'histoire, effectivement, elle soit la bonne histoire par rapport à ce moment-là, par rapport au budget dont ils ont besoin, par rapport à ce qu'il faut dans le film. Mais je pense que tous les cinéastes chinois sont exactement dans la même position. Sauf que parfois, ils n'ont pas forcément le temps du développement, de l'écriture, parce que les choses vont très vite ici, en financement. Et que parfois, entre le désir et la concrétisation, il manque un petit peu de temps, parfois, dans le cinéma chinois. Mais les cinéastes chinois que nous aimons, très souvent, ne font pas, justement, de bons résultats de box-office. Est-ce que, du coup, c'est un autre plus problème, difficile? je pense, que le financement, ce qui va avec la diffusion, la distribution. Le fait qu'il est nécessaire en Chine, qu'existe sur les écrans et en exploitation de façon générale, une certaine diversité, qui n'est pas qu'un seul type de cinéma. Est-ce que cette diversité, nous l'avons plus aujourd'hui que par rapport à il y a un an? Nous disions il y a de plus en plus de salles de cinéma. La Chine est le pays qui compte le plus en nombre de salles de cinéma. Mais ces patrons de grands complexes ne sont pas forcément des cinéphiles. Et parfois, dans un même complexe, on trouve 6 salles qui diffusent le même film. Pour la rentabilité, ce qui peut être compréhensible à leur point de vue. Mais du coup, la diversité et puis les cinéastes chinois, d'autres cinéastes chinois, comment ils peuvent aller à la rencontre du public? La situation n'a pas beaucoup changé. On est à 35 000 écrans. On arrive juste à un moment où je pense que les salles de cinéma vont se poser la question comment faire pour faire que le public vienne régulièrement, qu'il ne soit pas là que le soir, qu'il ne soit pas là que le week-end, et qu'il faut peut-être qu'il y ait un autre public qui ne va plus au cinéma, qui aille au cinéma, et que lui, peut-être l'après-midi, pourrait trouver des films à sa mesure. Et c'est vrai que le cinéma d'auteur, mais aussi le cinéma grand public, mais qui n'est pas forcément un cinéma commercial, parfois a du mal à rester sur les écrans et à accéder à son public. Chaque film a son public, il est petit ou il est grand. Après, il faut que ça soit en adéquation avec son budget. Mais a priori, il est
possible d'accéder à son public si on a le temps sur les écrans. Est-ce que Au vous moins sentez d'avoir que le une chance. pouvoir public va dans ce sens-là? Par exemple, l'année dernière, nous voyons très clairement que le pouvoir public incite aux projets de coproduction avec l'étranger, voudrait que les films chinois sortent plus de leurs frontières, aller rencontrer le public étranger. Mais alors, pour la diversité du cinéma chinois, est-ce que vous sentez qu'il y a des forums qui sont organisés là-dessus, où il y a des discussions Sur les discussions, pas particulièrement. Enfin, on continue les discussions qu'il y avait depuis longtemps, je crois. Tout le monde, en tout cas les cinéastes, défendent aussi. Défendent à la fois, ils demandent qu'il y ait une meilleure qualité des films. On se souvient de l'année dernière de l'Association des réalisateurs chinois qui avait refusé de remettre certains de ces prix, des prix qu'eux-mêmes organisaient, ils ne les avaient pas donnés en disant que la qualité du cinéma chinois n'était pas à la hauteur pour remettre ces prix. Mais il est question peut-être de la création d'un réseau de salles dit art et essai, c'est-à-dire un réseau pour la diversité, pour qu'un autre type de cinéma chinois et étranger puisse accéder à des écrans. Ce sont des rumeurs, ce sont des discussions qui sont en cours. J'espère, moi, que ça arrivera très prochainement, ce qui permettrait justement à des films d'avoir une sortie peut-être plus petite, mais en même temps d'avoir le temps de rester en salle, de pouvoir rencontrer leur public et de faire que le public ait le temps d'aller voir les films. Parce que c'est vrai que les films de Jia Zhangke, les films de Lo Ye, les films de Wang Xiaoshuai ne restent pas beaucoup à l'écran. Mais moi, mon grand rêve, ce serait que dans une salle, dans un cinéma, il y ait la possibilité de voir un film de Benoît Jacot, et puis un film de Jia Zhangke, et puis un film de Almodovar, et que des films qui sont en compétition dans les grands festivals internationaux, qui sont des grands auteurs, qui sont des histoires importantes, puissent être réunis dans un peut-être petit espace, parce que c'est peut-être pas le cinéma du grand public qui va au cinéma en Chine aujourd'hui, mais sans aucun doute, il y a un public pour ces films-là. Vous avez parlé de festivals. Alors, l'Europe réunit les 3 grands festivals du cinéma du monde, Cannes, Berlin, Venise. Vous avez vous-même fait partie du jury du Festival de Cannes il y a quelques années. Plus que jamais, la Chine s'ouvre au monde. Le pouvoir public incite, je disais tout à l'heure, les œuvres chinoises à sortir des frontières. Et j'ai l'impression que par rapport à l'époque de Zhang Yimou, de Chen Kaike, on voit moins de cinéastes chinois à Cannes, à Berlin, à Venise. Comment expliquez-vous ce phénomène? Ça va avec ce que l'Association des réalisateurs chinois a dit, et des grands réalisateurs tels que Fen Xiaogang ont pris la parole sur cette question-là, qui est à la fois que le cinéma chinois tend à aller vers un cinéma très commercial pour un public local. Ce qui est important, il faut qu'il y ait un cinéma comme ça. Il faut qu'il y ait des films qui soient faits pour le public local, mais qu'il y a peut-être un écart entre ce public local qui a entre 18 et 28 ans, qui veut un cinéma de divertissement, et puis le public international, que ce soit le public dans les festivals, les jurys, mais aussi le public de base dans les pays. Qui s'intéressent peut-être à autre chose. Qui n'ont pas entre 18 et 28 ans et qui ne veulent pas forcément voir une comédie en 3D avec des sous-titres, puisque le cinéma chinois, une fois qu'il va voyager, il va avoir des sous-titres. Donc c'est peut-être des films qui mériteraient d'être doublés, mais le doublage se fait pas, donc c'est compliqué que ce cinéma-là s'exporte. Donc ça en fait un cinéma très local, pour un marché qui est grandissant. Donc on comprend la logique pour les réalisateurs et les producteurs de faire un cinéma sur un marché qu'ils connaissent. Mais du coup, effectivement, ça rend les films plus difficiles à voyager et donc plus difficiles pour être dans les festivals internationaux. Est-ce qu'il y a un effet de mode aussi il y a quelques années, c'était plus la mode peut-être de films chinois. Ah, c'est toujours la mode. Ah oui, il y a un grand appétit de films chinois, de films d'auteurs chinois. Benoît Jacot aime énormément le travail de Jia Zhangke. Ah, Jia Zhangke. Oui, mais je ne suis pas le seul. Hein. Oui, mais beaucoup de Français, j'ai l'impression, Alors, que ce soit des professionnels de cinéma ou le grand public aime. Oui, mais le c'est cinéma très de important. Jia Zhangke. Mais Benoît Jacot aime aussi beaucoup Sœur de scène, de Xie Jin. Ah ça oui, c'est un film qui m'a beaucoup frappé très jeune. C'est un film qu'on voyait à la Cinémathèque et qui laissait penser qu'il y avait des perles dans le cinéma chinois, pas très accessibles pour les Européens, mais réelles,
très forte. Et je continue à en avoir un souvenir marquant de ce film. Bon, merci à vous d'avoir répondu à mon invitation de venir dans Parlons-en, parler du cinéma. Et merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV français. Au revoir, à la prochaine.